Alors on continue donc de parler du Togo avec maintenant cette question, quel avenir pour la facilitation, puisque dans l'évolution des discussions au premier niveau, on a déjà abordé la question de la CEDEAO. Ibrahima, tu as une CEDEAO qui n'a pas la bonne approche de la résolution de la crise togolaise. Est-ce que cette thèse vous semble expliquer la situation actuelle? Non, mais je pense que la CEDEAO comprend bien la crise au Togo et c'est que la crise au Togo, au-delà des réformes institutionnelles, c'est une crise qui tire sa source dans la pauvreté. Et socio-économique. Non, ça, il faut se dire la vérité. C'est un problème socio-économique. Et si la CEDEAO peut initier des programmes et prendre des mécanismes, amener l'État togolais à accentuer le côté social dans la gestion des affaires du pays, je pense que les choses peuvent s'améliorer. Mais le vrai problème sur le plan politique, c'est que il y a le constat que nous faisons aujourd'hui, et il faut vraiment le dire, c'est le bicéphalisme au niveau de la facilitation. Celui du Ghana a une approche anglophone, beaucoup plus anglo-saxonne. Là-bas, c'est le pragmatisme. Il n'y a pas de la roublardise, il n'y a pas... C'est sans langue de bois. On va au concret. On va au concret. Mais quand vous prenez le côté francophone, et le plus souvent quand vous scrutez un peu la sous-région, là où il y a assez de problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est parce qu'ils ne tiennent pas un langage de sincérité. Donc ce bicéphalisme peut aussi être la source des incompréhensions auxquelles nous assistons ces derniers temps dans la gestion de la crise togolaise. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on prenne des résolutions, après tout, ces résolutions sont sujettes à différentes interprétations. Et pourtant, c'est le français qu'on a parlé. Ça voudrait dire que les mots choisis dans ces résolutions ne sont pas les mots appropriés ou carrément, c'est des mots qui cachent une certaine, excusez-moi le terme, mafia, une façon de voiler les choses et peut-être mettre les gens dans une confusion, dans un brouillard, et qui profitent, je ne sais pas, à un niveau donné. Donc il faudrait que ce bicéphalisme-là soit effacé, qu'on aille vers le concret. Soit on confie la facilitation au président ghanéen et il adopte sa stratégie, la manière qui convient de faire les choses et faire entendre raison les acteurs politiques de notre pays pour aller vers le concret, ou soit on décide volontairement de confier la facilitation à Alpha Condé et il en fait aussi ce qu'il veut. Et au finish, chacun va tirer la conclusion pour voir est-ce que la CEDEAO est en train de faire la CEDEAO des peuples dont on nous parle, ou bien c'est la CEDEAO, le syndicat des chefs d'État qui essaie de faire aussi à sa manière la politique et à sa manière gère le pays et les affaires des citoyens dans l'espace communautaire. Rodrigue, est-ce que fondamentalement, puisqu'on s'interroge quel avenir pour la facilitation, est-ce que c'est un tort à la facilitation ou aux acteurs même, comme le disait Basile, qui n'ont pas eu la hauteur nécessaire pour se parler? Se parler, ce n'est pas la première fois qu'il y a dialogue dans notre pays. Même si les acteurs ne se parlent pas, ils parviennent à un moment donné à s'accorder sur un minimum. Le problème fondamental, c'est que ce minimum aussi n'a jamais été respecté. En 2006, par exemple, on pouvait régler tout ce problème avec l'APG. S'il y a la volonté, on peut tout. Même si aujourd'hui, la CEDEAO, quelque part, ils se sont dotés des outils donnés en allant mettre en place un comité de suivi. Vous allez voir que petit à petit, que le comité de suivi se regroupe, on arrive à régler les problèmes. Et les problèmes, quand on les règle, le pouvoir en crée. On les règle, le pouvoir en crée. La dernière fois, je me suis dit, il y a un proverbe burkinabé qui dit, lorsque vous voyez un crapaud en pleine journée, il faut savoir que quelque chose menace sa vie. 2 conseils des ministres à l'intervalle de 48 heures. Avec les députés qui sont convoqués. Pour une séance plénière, ce qui n'était pas à l'ordre du jour est revenu et on dit sur instruction du chef de l'État, tac, on saute l'UFC sans nous dire que l'UFC a démissionné. Et on nomme le dernier représentant qu'on a refusé de nommer jusque-là. Et le président se retire pour laisser son vice-président continuer la séance. Et au même moment,
Dès lors qu'on nomme ce dernier, si on veut se conformer à la loi, l'autre CENI ne doit plus fonctionner. Ça, je le dis. Bon, ça ne s'arrête Je pas mets au défi. Il faut que, Non, il y a, la gestion des affaires courantes n'implique pas la prise de certaines décisions. Non, ce que je veux dire, c'est que les nommés doivent prêter serment. Sinon, le fait de les avoir nommés n'a pas encore de valeur juridique. Dommage que je... Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. La prestation de serment, permettez. Qu'il est fait en fonction. Quand on reprend le processus, dès lors que c'est nommé à l'Assemblée nationale, ça rentre dans une phase juridique qui lui donne corps. Ça, ne nous trompons pas là-dessus. Et la décision que l'autre doit prendre ne doit pas être une décision irrévocable, c'est ça? Non, une décision à caractère assez, je dirais... péremptoire, vous pensez à quoi? Ce qu'il faudra, tel que je... Laissez-moi aller un tout petit peu au bout avec ce sujet. Moi, je voudrais quand même que Basile réagisse. Juste un mot. Et au même moment que l'autre est élu, vous prenez le président de l'autre CENI qui prend un communiqué qui proroge de 72 heures le recensement. De quelle autre CENI vous parlez là? La CENI du professeur Kodiona Katanga. Oui, d'accord, maintenant la thèse, Basile, parce que l'évolution de l'actualité semble vous démentir, Rodrigue, c'est que les 8 ont refusé de prêter serment. Ça ne me démentit pas. Il y a un fait. Non, il y a un fait. Basile Agbo. Oui, effectivement. Il y a un fait. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, tant que les 8 de l'opposition n'auront pas prêté serment, ils ne peuvent pas travailler à la CENI. Vous êtes sûr? Ils ne peuvent pas travailler à la CENI. C'est le serment qui vous donne qui vous renvoie à l'exercice de votre fonction. Entre nous. Supposons que le chef de l'État est élu. Il a été proclamé élu par la Cour constitutionnelle. S'il ne prête pas serment, il ne rentre pas en fonction. Non, quand vous me dites ça, le serment est très important. Personne ne dit que le serment n'est pas important. Oui. C'est un processus. Oui. C'est un processus. Oui. Dites-moi si on attend la prestation de serment avant d'affecter au chef de l'État élu les moyens qui doivent accompagner sa mission. Dites-le-moi. Non, ne minimisez rien. Non. Rodrigue, dites-le-moi. Rodrigue, Rodrigue, vous devez comprendre. Rodrigue, des mesures régaliennes. Régaliennes? Non, Rodrigue. Qui sont actés normalement. Non, Rodrigue, le problème est très simple. C'est que c'est quand vous prêtez serment qu'on vous renvoie dans vos fonctions. C'est ce qui se fait. Vous prêtez serment et le président de la Cour constitutionnelle vous dit que dans l'exercice de vos fonctions. C'est ça qui vous donne droit à aller exercer. Et sous d'autres cieux, lorsqu'il y a eu élection présidentielle, et que si je prends le cas du Bénin par exemple, c'est un exemple que je donne, quand on a donné les résultats et monsieur... Non, je donne le cas du Bénin. En 2015. Je donne le cas du Bénin où je peux dire que l'exemple, un exemple où l'exemple illustre bien le contexte. C'est-à-dire que, non, moi je parle du Bénin. Lorsqu'il y a eu élection et qu'on a déclaré au deuxième tour M. Patrice Talon élu président, mais il n'a pas pris fonction le même jour. Il a attendu l'investiture et c'est à la cérémonie d'investiture qu'il a prêté serment. Et il a bien dit que au nom du peuple béninois, je jure de faire tout ça. Et c'est à ce moment que le président de la Cour constitutionnelle lui dit, à présent, nous vous renvoyons dans l'exercice de vos fonctions. C'est à ce moment, c'est en ce testant que le président entre en fonction. Le président américain est élu en novembre, mais il prend fonction en janvier. Sauf que à partir du moment où il est élu, tout change autour de lui. Avant sa prestation de serment. Non, ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais il ne prend aucun acte au nom de l'État. Il aura. Il ne prend aucun acte au nom de l'État. Il aura. C'est là-bas, vous comprenez aussi, allez-y fouiller, que le sortant ne peut pas aussi prendre des décisions qui engagent totalement l'État à partir du moment où il n'est plus de façon factuelle président de la République. Mais c'est lui qui continue d'exercer la République. Les affaires courantes. Les fonctions de la République. Les affaires courantes. Il peut prendre même des décisions. Il peut même des décisions.
je prends le cas du Niger, où il y a eu Djibo qui était au pouvoir, lorsqu'il y a eu les élections et que Mamadou Tandja est arrivé, après l'élection de Mamadou Tandja, Djibo Salou a pris une décision pour amnistier Mamadou Tandja. C'est un acte fort de l'État, mais pourtant il a pris cette décision. Mais politique. Voilà. Mais politique. Retournons au Bénin. Oui. Yahi Boni avait, après l'élection de Talon, pris des décisions. Organisé des concours. On a proclamé les résultats. On a fait patati patata pour enrôler ses affidés. Mais quand Talon est arrivé, quand vous prenez les jurisprudences. Oui, mais quand il est arrivé, il a fait quoi? Il ne pouvait annulé quand il était en fonction. Oui, il a annulé. Pourquoi il a annulé? Parce que c'est parce qu'il est rentré en fonction et que les choses, comment on appelle, les prérogatives de l'État donnent l'autorisation d'annuler ou bien d'accepter ce qui a été fait. Voilà. Quand vous prenez les principes, le président est élu par le peuple souverain. Oui. Et je vous dis, revenons au contexte de la CENI. Le processus électoral est conduit de bout en bout par la CENI. Et dès lors, je le dis, qu'il est décidé de recomposer cette CENI, si on a le sens de responsabilité, de moralité, vous comprenez que c'est un signal fort qui amène à se réserver vis-à-vis de certaines prises de décision. Parce que la loi dit que les membres de la CENI se réunissent, élire un bureau, établir un chronogramme de leurs activités. Même si une décision politique doit les amener à avaliser ce qui avait déjà été fait, quand même, nous parlons de notre pays, mes chers collègues. Brésil, il y a aussi un point, peut-être pour moi, que Rodrigue évoquait, c'est que ça s'enchaîne trop. La question de la ça dévoile les intentions. On sait que ça a été une question prépondérante dans la crise actuelle. Et sur les questions fondamentales, on a tout le temps attendu que le comité de suivi viendra dire, la CEDEAO viendra dire. Est-ce que ça, c'était aussi l'erreur des acteurs? Je crois que c'est l'erreur des acteurs. Parce que de toutes les façons, lorsque nous sommes dans un processus et que nous voulons que le processus avance, à chaque fois que vous arrêtez et que vous dites il faut attendre que, alors que nous sommes en train de mettre un bémol dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre. Et ce bémol-là, ça coûte au processus. Ça nuit à l'évolution, à la bonne évolution du processus. Et ça, on le paye aujourd'hui. Nous le payons aujourd'hui. Ok. Nous le payons. La main tendue. Alors maintenant, Ibrahim, est-ce que vous pensez qu'on est quand même, puisque quand la CEDEAO est arrivée, n'oublions pas que la CEDEAO a son mécanisme de résolution des crises et des conflits. Bien évidemment. Est-ce que les deux parties sont imprégnées de ce mécanisme pour apprécier l'approche CEDEAO? Je pense qu'il y a une méconnaissance de l'approche CEDEAO par tous les acteurs. Et je le dis parce que lorsque la CEDEAO prend des résolutions, je pense que la CEDEAO part d'un certain nombre d'éléments. Vous allez voir que le plus souvent, il y a une rencontre. C'est à la suite de la rencontre qu'on sort un communiqué. Et ce communiqué résume, en quelque sorte, ce qui a été discuté et ce qu'il y a lieu de faire. Mais je suis parfois surpris, quand on sort le communiqué, les interprétations commencent. Chacun interprète le communiqué à sa façon et parfois ça crée une certaine confusion dans l'opinion. Et ça fait que les choses n'avancent pas. Moi, j'aurais voulu que la CEDEAO fasse un travail pédagogique maintenant. Quand je parle de travail pédagogique, c'est que quand on prend une décision, qu'on aille de bout en bout, qu'on ne considère plus les acteurs togolais comme c'est des acteurs, disons, mûrs, suffisamment avertis pour comprendre les situations. Il faut décliner tout dans le détail pour permettre aux acteurs maintenant de comprendre les choses. Non, je suis sérieux. Parce que ce que nous remarquons actuellement,
c'est que du moment où nous nous sommes clochardisés, ça il faut le dire, nous nous sommes clochardisés, les Togolais se sont infantilisés, on a pensé que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous dire ce qu'il y a lieu de faire pour notre propre pays. Nous sommes déjà clochardisés, on l'accepte. Ceux qui viennent maintenant pour nous dicter les choses à faire, faisons un minimum d'efforts pour au moins comprendre l'esprit de la chose et ce qu'on veut de nous. Parce que quand on ne pompe pas des communiqués comme ça, il y a un effet recherché. C'est ce qu'il faut, il faut chercher d'abord. Les acteurs doivent savoir que l'effet recherché, c'est ceci. Et partant de cet effet recherché, de la connaissance de cet effet recherché, on peut maintenant se mettre ensemble et suivre la voie pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel les gens sont arrivés. Mais si nous cantonnons sur nos positions, nous essayons de défendre nos chapelles politiques, nos officines et tout ce qu'il y a comme intérêt que nous sommes en train de protéger, nous n'allons jamais sortir de l'ornière. Parce que, après tout, la politique, je le dis toujours, surtout au Togo, ce qui se fait actuellement sur le plan politique, il faudrait que les gens aient le sens de l'intérêt général. Rodrigue. Oui, je ne suis pas d'accord avec Ibrahim. C'est votre droit. Au sein de la classe politique, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, il y a quand même des gens qui cumulent plus de 30 ans en tant qu'homme politique. Et dire qu'ils ne comprennent pas, c'est les insulter. Mais à quoi non, j'en viens. Les faits sont têtus. Ce n'est pas une injure. Les faits sont têtus parce que vous suivez par exemple le gouvernement ou le régime qui envoie des émissaires sur les antennes, tenir des propos va-t-en-guerre et qui sont du jour au lendemain rattrapés par les décisions de la CEDEAO. Non, allez-y comprendre. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein, c'est pour ça que je parle de manque de volonté. Et ces messieurs, au lieu d'avoir honte de ne plus sortir, demain ils vont encore sortir pour défendre l'indéfendable. Et après, la CEDEAO, le comité de suivi, viendra acter le contraire. C'est pour ça que je vous parle de la vitesse à laquelle les députés avaient été convoqués, la vitesse à laquelle le gouvernement s'est réuni à l'intervalle de 48 heures pour rapidement sortir, voter un projet de loi portant réforme avec encore un petit bémol conflictuel. Et on l'envoie à l'Assemblée parce que le souci ici, c'est quand l'envoya, parce qu'ils ont lu dans le relevé de conclusion, je dirais plutôt dans la feuille de route de la CEDEAO, que les réformes peuvent être opérées par voie parlementaire ou référendaire. Et donc quand c'est rejeté, ça va aller au référendum. Est-ce que les gens aiment notre pays? Nous sommes, il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, dire que la CEDEAO aujourd'hui, pourquoi la CEDEAO aujourd'hui manque de minimum de tact pour se faire respecter. Vous semblez quand même parler comme si le pouvoir devrait tout donner, tout ce qu'on lui demande devrait lâcher. Il ne s'agit pas de tout. Si c'était parce que n'oublions pas, si c'était tout donné, est-ce que nous sommes d'accord qu'au début, en dehors de tous les points de revendication, il y avait la transition qui était soutenue par la coalition et la société civile, quand je veux parler du Front citoyen Togo debout, encore de la diaspora. Les choses évoluent. Vous-même en avez parlé. Dans votre première question, vous en avez parlé. Ce que ça était le 19 août 2017, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Ça voudra dire que ça évolue. Mettons un peu de sien pour voir si nous n'allons pas régler nos problèmes. Au Burkina, lorsque ce fut le cas, la CEDEAO avait envoyé ses hommes en costard. Mais les gens qui se souciaient de leur pays ont dit, attendez messieurs, nous avons déjà commencé par régler nos problèmes. Eux, au moins, ils ont réglé leurs problèmes. C'est parce que chez nous, il n'y a pas de volonté. Peut-être qu'il n'y a pas de volonté. Peut-être qu'il n'y a pas de Moronaba. Il n'y a pas de Moronaba. Oui, bon, la plupart sont corrompus dans mon pays, je suis désolé. Basile, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me rejoignez, parce que je dis, nous sommes clochardisés, parce que nous avons appelé la CEDEAO à la rescousse et les acteurs politiques. Si tu dis que celui qui a appelé la quand tu dis nous, il y a d'autres acteurs qui vous diront c'est le chat échaudé qui a craint l'eau froide. Alors, Basile, quel avenir maintenant pour la facilitation? Il faut que les Togolais arrêtent tout ça pour dire, bon, maintenant c'est bon, on a assez grandi, on va régler nos problèmes. Non, ce n'est même pas possible. Les Togolais n'ont pas toujours grandi. Nous sommes toujours de grands enfants qui attendons toujours que l'autre vienne nous donner ce qu'il faut pour avancer. C'est ça qui est un peu gênant. Donc, quel avenir maintenant pour la facilitation? Je crois qu'il faudrait que la facilitation reprenne l'analyse profonde de la situation togolaise. J'ai comme l'impression que la facilitation ne comprend pas tellement le problème togolais. Très bien.
Parce que quand ça vient, ça essaie de survoler le problème, propose quelque chose et s'en va. Est-ce que Et le problème est resté là parce que le problème de fond est resté. Est-ce que les acteurs politiques eux-mêmes comprennent le problème togolais? Ils comprennent. Il est quel ce problème-là? Et qu'on n'arrive pas à régler depuis le temps. Le problème togolais, c'est l'impossibilité d'organiser une élection qui fasse l'unanimité. Les élections propres. C'est tout. Voilà. Qui fasse l'unanimité. Donc, comment faire pour qu'on puisse arriver à un mécanisme où nous organiserons des élections chez nous et que ça fasse vraiment l'unanimité sur le résultat? C'est tout le problème. Ça veut dire que le problème togolais, c'est un problème électoral, c'est ça? Non. Est-ce que c'est un problème? Voilà le problème. Parce que le problème togolais, Ouais. il faut le comprendre de la sorte. C'est un problème d'alternance. C'est un problème d'alternance. Oui. Si aujourd'hui, les gens sont convaincus de l'alternance en 2020, la tension va se baisser drastiquement. Mais au même moment, il y a un problème parce que pour aller à l'alternance, il faut forcément aller aux élections, puisque la démocratie, c'est ce que ça suppose. C'est là où le problème revient, et c'est là où je rejoins M. Basile Agbo qui parle de la crédibilité, de la transparence des processus électoraux. Donc il faudrait maintenant que la CEDEAO propose un mécanisme assez efficient en matière d'organisation d'élections crédibles et transparentes. Et je pense que les Togolais vont y adhérer s'il y a volonté de sortir de la crise, de faire un effort pour aller vers l'avant. Tous les acteurs feront un effort pour se conformer à ces mécanismes-là. Et en 2020, chacun saura qui a la popularité. Chacun saura si le peuple est en phase avec les propositions que la personne est en train de faire pour la bonne marche de la cité. Je pense que c'est tout le problème. Ça veut dire, Rodrigue, que le mécanisme 1958 est celui qu'il faut appliquer aujourd'hui? Si on peut arriver là, si on peut en arriver là, j'ai parlé des faits têtus pour éviter que les gens soient appelés, porteurs d'armes soient appelés à sécuriser les urnes, pour éviter que ma vieille, quelque part dans un village, prenne ses bagages au lendemain des élections pour chercher la plus proche des frontières. Non, je pense que s'il faut arriver jusque-là, parce qu'il y a rupture de confiance dans notre pays. C'est clair. On ne se fait plus confiance. Et donc, il faut rétablir cette confiance-là en dotant le pays de nouveau d'instruments capables de nous aider. La preuve, la politique de réconciliation nationale a lamentablement échoué. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que si on a fait tout ça pour ça aujourd'hui, c'est un échec. Des pays ont organisé ces audiences comme comité vérité, justice et réconciliation. Ils sont sortis. Il y a des gens qui sont venus apprendre chez nous. Ils sont venus à notre école ici. Ils sont allés appliquer. Le Togo a toujours eu de bons tests que les gens viennent prendre pour aller appliquer chez eux. Ça marche. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Parce que nous avons des kleptomanes. Nous avons des gens qui, en dehors des tests, font ce qui leur passe par la tête et ne sont jamais sanctionnés. Nous restons toujours, ou du moins le premier magistrat reste à l'étape de dénonciation, et s'il faut taper, nous savons comment il tape, les gens deviennent son conseiller. C'est ça le bâton. Si c'est ça, où les gens sont décorés, si c'est ça, mais je vais aussi mal faire pour être décoré. Soyons sincères, moi Rodrigue, la vérité je dis, si on se soucie de son pays, même l'arme sur la tempe, on le dira avant de rendre l'âme ou avant de se faire fringuer. Soucions-nous de notre pays parce que personne n'a intérêt que ce pays connaisse encore 7 jours troubles. Je connais ce qu'on appelle cadavre. J'en ai vu pour dire qu'on a échappé de belle. On a échappé belle lorsque en 2011, en 91, on avait attaqué le domicile d'Edem Kodjo là-bas à Nukafu. Je sais de quoi il s'agit. Et figurez-vous que l'impunité, c'est la règle d'or. Je donne toujours l'exemple de ma pauvre femme qui est allée juste pour faire des achats au grand marché. Elle a été enlevée par des voyous porteurs d'armes et copieusement bastonnée. Aujourd'hui, elle traîne tout ce qu'elle traîne comme séquelles. Et c'est moi qui dépense. Quand vous prenez cette façon de gérer un pays
et venir nous dire qu'une minorité s'est entre griffes accaparer les ressources du pays. Il y a surfacturation du gouvernement et le Premier ministre, pas le Premier ministre, ça y est, le ministre, le tout premier qu'on débarque devient conseiller. Demain, les gens vont s'enfoncer dans le mal. Et ça fait mal. Alors, Ibrahim a dit, permettez que je chute, Ibrahim a dit quelque chose de fondamental. La gestion et la distribution des ressources du pays. Allez à Vaughan, dans une zone qui est censée être très riche, on a des populations pauvres, moindres plus. Ils sont envahis, ils sont sinistrés, mais les gens deviennent des milliardaires avec ce qu'on exploite dans leur sous-sol. Allez à Bassar, allez à Pagala, allez un peu partout, à Bangeli, un peu partout où on exploite des minerais, on n'a que des pauvres et des gens, des hommes en costard. La fameuse minorité se glorifie et se complaît dans l'insolence, une richesse très insolente. Non, Basile, il faut arrêter. Peut-être que c'est le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a raison, qui dit que la CEDEAO a voulu régler le problème togolais par des élections. C'est le mauvais bout, ça? Oui. De toutes les façons, nous disons que la démocratie passe par les élections. Mais de quelle élection? Il faut que les élections soient vraiment propres, crédibles, et que les acteurs qui vont à ces élections-là se fassent confiance. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Sans qu'on fasse revenir la confiance entre les Togolais, sans ça, on peut organiser 1000 élections, nous ne sortirons pas du problème que nous avons. Il faut d'abord que la confiance revienne entre les Togolais. Que les Togolais se disent, nous sommes fils d'un même pays, on peut se parler en se regardant dans les yeux. Jusqu'à présent, ça n'existe pas. J'ai toujours dit, le cardinal Étienne Garay, envoyé ici par le pape Jean-Paul II, a dit que les Togolais aiment parler à tout le monde, sauf entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons à ne pas nous regarder en face pour nous dire la vérité? C'est ça. Si on n'arrive pas à ça, pour qu'on puisse régler nos problèmes en nous regardant dans les yeux, en se disant des vérités, nous ferons 50 000 élections. Les problèmes resteront tels qu'ils sont. Merci beaucoup, Basile Agbo. Merci à Ibrahim Acha. Rodrigue Aego, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi d'un peu partout sur la planète. À demain.